Et nous sommes en direct de l'Avalanche Summit de Barcelona avec Marc Zeller, président de Avegochi, roi des coaching. Allez, ça commence bien, allez, pop. Ah non, on la garde au montage, hein, je m'en fous. Hein. Non, je suis très heureux de te revoir dans différentes conférences à travers le monde. La dernière fois que je t'avais invité dans ce contexte-là, un peu festival, conférence, etc., c'était à Breakpoint Lisbonne. Oui. Donc je vais te demander quel est ton ressenti sur cette conférence et aussi comment tu vas. Eh ben, les conférences, il y a vraiment 3 aspects fondamentaux en termes de population et c'est un subtil mélange. C'est une alchimie très importante. Alchemix. Une alchemix, pour citer la défi 1.8, on va dire. Tu as besoin d'une partie influenceur, chiller, etc., communauté, parce que sinon personne ne sait que tu existes. C'est une partie quand même importante, hein, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Tu as besoin d'une partie investisseur, parce que des projets, il faut bien qu'ils mangent, il faut aussi que ça existe sur un marché. Et tu as surtout besoin aussi d'une partie builders. Et une conférence qui réussit, c'est un savant mélange de ces 3 aspects. Et je trouve que ici, au Avalanche Summit, on est sur vraiment un bon cru, dans le sens où il y a beaucoup de projets qui build, beaucoup de choses intéressantes sur plein de domaines différents. Il y a de la DeFi, il y a beaucoup de gaming, on vient de pouvoir passer pour le meilleur et pour le pire DeFi Kingdoms. Et aussi beaucoup de projets d'infrastructure, les subnets, c'est un gros sujet cette année et on sent que ça va être un des gros points intéressants dans Avalanche. Et aussi des investisseurs, on sent qu'il y a quand même un intérêt pour continuer d'investir dans les projets DeFi ou même de l'écosystème. Ouais, clairement, et une chose qui est assez appréciable sur cet événement-là, c'est que c'est déjà assez bien exécuté et tu as toutes les salles de conférence, les stages qui sont à proximité les uns des autres dans un beau décor, alors qu'à Solana, il nous parle de composabilité à toutes les sauces, mais oui, l'événement était chardé. Exactement. Mais il y avait un service tuk-tuk légendaire. Oui. Voilà, si vous n'avez pas connu le service tuk-tuk, c'est quelque chose qui vous manquera dans votre vie, je pense. On avait des petits tuk-tuk qui nous emmenaient dans les recoins de la ville pour aller dans ces différents événements. Mais malheureusement, quand on fait ça, on passe plus de temps dans le tuk-tuk que devant des talks, à apprendre des choses, à rencontrer des gens. Donc c'est toujours bien de recentraliser dans le même point géographique ce qui se passe. Et c'est plutôt bien fait ici. Clairement, moi je te rejoins là-dessus, je suis d'accord avec toi. Maintenant, je vais mettre un peu de contexte. Il y a des gens qui sont familiers avec toi parce qu'ils ils suivent la chaîne depuis un moment. On te voit sur les Cryptovisions. Maintenant, tu es devenu un peu résident depuis les 3 derniers mois sur l'émission du jeudi. Je commence à avoir quelques tampons sur ma carte de fidélité. When Kebab in Dubai. Kebab. Si vous regardez cette émission sur YouTube, là, vous pouvez mettre un commentaire #Kebab in Dubai. Je veux les voir. Kebab in Dubai, c'est un upcoming meme. Je vais devoir honorer en fait ce kebab, je pense, dans 3 sessions. Exactement. Mais maintenant, je vais te demander de nous présenter tes activités, de nous définir très rapidement les protocoles dans lesquels tu es impliqué. Gochi Vault, AVV3, etc. AV, pardon, tout court. Parce que voilà, certains le connaissent, mais d'autres non, et certains ne connaissent pas AV. Alors, je suis Marc Zeller, enchanté. Je suis le Head of Developer Relations à AV, ouais. Ce qui veut dire plus simplement que je connais bien l'architecture de smart contract d'AV, mon métier est un petit peu technique, et j'aide les protocoles ou les projets qui veulent utiliser la technologie AV à faire ces intégrations techniquement. J'ai une petite équipe à l'intérieur d'AV, ça fait bientôt 3 ans que je travaille chez AV, ce qui dans la défi est long. J'ai un peu assisté à la naissance de la défi et j'ai aussi un side project puisque AV, il y a plein de choses différentes, c'est tout un écosystème, c'est connu pour le protocole de liquidité, mais il y a aussi la partie réseau social avec Lens, où je suis assez présent, il y a aussi la partie EMI, Electronic Money Institution, c'est un peu pour créer une fintech qui va utiliser la technologie AV et d'autres choses. Et il y a aussi de la gamification avec la fameuse GameFi, Play to Earn, Avegochi, qui n'est pas un projet AV directement, mais très proche d'AV. C'est une équipe indépendante, mais qui a été incubée par AV. Et sur Avegochi, qui va sortir à la fin du mois, j'ai créé un side project avec quelques amis développeurs qui s'appelle Gochi Vault, qui est entre Yearn et Convex,
sur l'écosystème avec Gotchi. On grossit, c'est un projet Fair Launch. Donc Fair Launch, ça veut dire qu'il y a 0% des tokens qui vont à la team, il y a 0% funding, donc il n'y a pas de VC, et 100% du supply du token est distribué aux utilisateurs de manière égale, selon les dépôts, selon les dépôts de Gotchi, etc. Sur une période de 6 mois, ça fait 2 mois que ça existe, donc il reste encore 4 mois de distribution sur ce token qui s'appelle VLT. Et voilà. Toujours les side projects, il y en a marre franchement. En fait, c'est impossible de partir à la retraite dans ce milieu. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a toujours un truc intéressant à faire. Et tu es toujours, souvent, quand tu es impliqué, et je suis loin d'être le seul, et c'est quelque chose de très commun, et on le voit beaucoup en conférence, parfois tu te dis, j'aimerais bien ça existe, mais personne ne le fait. Bon, je vais le faire. Et ça commence souvent comme ça. Et puis des side projects grossissent ou pas, et puis c'est comme ça que l'innovation arrive et ce qui rend notre écosystème intéressant au final. Ouais. Je te rejoins totalement sur cette démarche en fait où on est un peu frustré de ne pas voir une fonctionnalité ou un produit exister. On a déjà énormément de choses à rendre, de boulot sur une base quotidienne, mais on trouve toujours un peu de temps, on est toujours animé par une certaine passion pour commit et se lancer dans un nouvel élan, et je vois à peu près le process. Je vais revenir sur AV et parler de la V3. On l'avait déjà un peu présenté dans le stream d'il y a 5 semaines, si je ne me trompe pas, que vous pouvez consulter dans la description de cette vidéo. Mais est-ce que tu peux nous donner les grandes lignes, les nouveaux outils de risk management, les portals, les grandes fonctionnalités, et qu'est-ce que ça change en fait aujourd'hui? Ça a déjà été déployé sur plusieurs chaînes, mais... Alors on est déployé sur 6 réseaux différents. Oui. Donc on a les layers 2 d'Ethereum, Arbitrum et Optimism. On a 4 réseaux alternatifs à Ethereum, donc Avalanche bien sûr, mais aussi Polygon où on avait déjà la V2. 2 nouveaux réseaux qui sont Phantom et Harmony. Et ce qu'il faut bien comprendre sur le lancement de la V3, c'est que c'est un lancement décentralisé. C'est-à-dire que la V3 existe, aujourd'hui on peut y déposer et il y a pas mal de succès déjà sur ces trucs-là. Ce qui nous a impressionné, c'est le succès des Layer 2, puisque Arbitrum est l'un des plus gros marchés de la V3, alors qu'il n'y a pas d'incentive particulière, il n'y a pas de liquidity mining, etc. Il y a vraiment un intérêt de la communauté sur ce réseau-là. Polygon est le 2e plus gros, Avalanche est juste derrière en 3e, et ça c'est intéressant. Alors sur les fonctionnalités, la première chose c'est que V3 a plus de gestion de risque. La DeFi, historiquement, c'est un système mutualiste, c'est-à-dire que chaque réserve d'actifs est un grand sac d'argent, entre guillemets, où les utilisateurs vont déposer des fonds et prendre des fonds en échange de collatéral, de collatérisation. Et le problème, c'est que quand on met tous les œufs dans le même panier, s'il y a une pomme pourrie dans le panier, ça peut faire beaucoup de dégâts. Crim nous l'a appris de multiples reprises, mais faire des smart contracts, c'est difficile, donc on ne va pas du tout leur jeter la pierre. C'est pour ça qu'on fait des audits. La V3 a été auditée 6 fois par des sociétés indépendantes de sécurité. C'est un process qui est long, c'est un process qui coûte cher, mais c'est un process qui est important parce qu'il y a plus de 20 milliards de dollars en jeu. Et sur la gestion de risque, on introduit le concept d'isolation. Donc on peut introduire des actifs qui vont être limités en possibilité de dépôt, mais aussi en possibilité d'emprunt. Donc s'il y aurait potentiellement un problème avec cet actif-là, les dégâts potentiels au protocole seraient limités. Et ça, c'est très très important. L'histoire nous a prouvé que c'était intéressant. Mais aussi, ça donne des opportunités, puisque des actifs qui n'auraient pas forcément le market cap, qui n'auraient pas forcément le volume pour être dans AV traditionnellement, et bien là, il y a vraiment cette approche chez AV de « on grandit ensemble ». Et du coup, des actifs qui sont relativement jeunes ont pu trouver leur place dans la VV3, et notamment des actifs qui sont assez stratégiques, qui aujourd'hui sont tout petits, mais qui sont très stratégiques pour l'avenir. Un bon exemple de ça, c'est les stablecoins euros. Aujourd'hui, 99,9% du volume et de la liquidité des stablecoins, c'est du dollar. Mais on a cette émission, je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent interagissent avec l'euro, pas tout le monde, mais je pense qu'une bonne partie des gens qui nous écoutent le font. Et le truc, c'est que c'est le problème de l'œuf et chicken and egg, l'œuf et la poule, c'est que il n'y a pas de liquidité, donc il n'y a pas d'utilisateur, il n'y a pas d'utilisateur, donc il n'y a pas de liquidité, donc il n'y a pas de volume, donc ça ne marche pas. Donc il faut bien commencer quelque part. Et ce mode isolation nous a permis d'ajouter 3 stablecoins euros sur AV Polygon. C'est vraiment un essai chez nous. On a le stablecoin euro J-Euro de Jarvis, le stablecoin AG Euro de Angle Protocol, qui sont 2 protocoles que j'apprécie très particulièrement, personnellement, très bon type.
et Stasis avec l'Euro S qu'on a aussi mis sur Arbitrum. Et ça c'est intéressant, mais ça permettra aussi d'autres actifs, peut-être spéculatifs aussi, pas forcément des stablecoins, de faire leur place dans la V3. Ça c'est une des premières grandes fonctionnalités. La deuxième grande fonctionnalité c'est Portail, qui permet de téléporter de la liquidité entre les différents réseaux, ce qui rend beaucoup plus liquide et beaucoup plus facile de déplacer ses positions entre différents réseaux. Donc si on est sur Arbitrum aujourd'hui et qu'on veut aller sur Phantom, malheureusement ou heureusement, on est obligé d'utiliser un bridge qui prend 7 jours pour retourner sur Ethereum, qui va coûter plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de dollars, ça dépend du prix du gaz sur Ethereum, à exécuter comme transaction. Ou alors utiliser un bridge qui fait du swap, un cross chain swap bridge. Mais là, la limitation de ces bridges-là, souvent, c'est la liquidité, puisque les volumes entre blockchains sont souvent asymétriques. Il y a beaucoup de gens qui veulent aller dans une direction et pas forcément dans l'autre, et du coup, ça crée un déséquilibre. Portal, ça permet de résoudre ce problème, puisque la liquidité, c'est le métier d'AV. Il y a déjà 20 milliards de liquidités, probablement beaucoup plus au cours de cette année. Et du coup, ces bridges-là pourront aller puiser la liquidité qui leur manque directement chez AV afin de toujours répondre à la demande des utilisateurs et de rendre beaucoup plus efficients les mouvements inter-blockchain. Il y a aussi plein d'autres fonctionnalités, mais il nous faudrait des heures. Ça s'inscrit très bien en fait dans cette nouvelle dynamique qu'on observe. Si on se posait la question il y a 12 mois, il y a 12 mois on pouvait parler de futur multi-chain, mais on n'avait pas encore la certitude que ça allait réellement être le cas, qu'on allait vraiment avoir un futur multi-chain. Beaucoup de gens parlaient éventuellement d'une domination totale pour Ethereum ou alors juste de la survie de 2-3 écosystèmes. Là clairement on voit beaucoup de roll-up mais aussi de blockchains souveraines exister et fédérer des communautés qui sont en fait différentes par nature, les utilisateurs ne sont pas les mêmes, les spécificités des blockchains ne sont pas les mêmes et des écosystèmes en fait totalement différents se construisent et de plus en plus d'infrastructures en fait se développent. Je pensais à, je sais pas, des bridges, layer 0. Bien sûr. Et AAV en fait s'inscrit avec son système de portal aussi dans cette dynamique pour faciliter. Nous, chez AV, on a toujours eu cette vision de synergie. On n'est pas des gens qui sont très intéressés par la compétition parce qu'on considère que la défi, même à 250 milliards, même si on est passé de 1 milliard à l'été 2020 à 250 milliards aujourd'hui, on considère que c'est encore une goutte d'eau par rapport au marché potentiel, que ce soit au niveau des liquidités mais aussi au niveau des utilisateurs. On pense qu'il y aura 2 milliards d'utilisateurs de la défi avant 2030. Et l'idée, c'est que tous ces acteurs-là travaille en synergie avec AV, puisque AV, son métier, le métier du protocole AV, c'est d'être un protocole de liquidité. C'est un peu liquidity as a service. Il y a beaucoup de gens qui disent que AV, c'est un protocole d'emprunt, de dépôt, etc. Non, c'est un protocole de liquidité. Et cette liquidité peut être utilisée de manière efficace au service de l'écosystème en général. Et c'est comme ça que AV génère des fonds. Lorsqu'il y a un flash loan, ce n'est pas un emprunt sur le long terme, c'est un seul bloc. Et pourtant, il y a une fille qui rémunère tous ceux qui apportent de la liquidité sur AV. Lorsque quelqu'un va utiliser un portal, ce n'est pas un emprunt réel, c'est juste une mise à disposition de liquidité. Pourtant, il y a une fille qui va rémunérer les gens qui ont apporté de la liquidité sur AV. Et en fait, il faut vraiment ouvrir le scope de ce qui est possible dans les protocoles de liquidité. Et moi, j'essaye de pousser un peu ce concept de liquidity as a service et plus parler de lending and borrowing parce que ça ne correspond plus du tout à la réalité de l'infrastructure DeFi aujourd'hui. Entendu, intéressant. Pour revenir maintenant à GochiVault, tu nous avais décrit, je pense, dans une des précédentes émissions, une boucle, une stratégie que vous pouvez consulter avec le lien qui s'affichera en fiche. Elle est toujours d'actualité, il y a quelques ajustements, il y a un peu d'alpha. Alors, j'avais fait en direct dans l'émission avec plaisir, c'est toujours un plaisir de passer sur Twitch avec vous, le pré-alpha. J'avais expliqué la stratégie, comment elle allait être. Cette stratégie est live, elle rapporte 230% actuellement, donc ce qui est plutôt c'est ain't much but honest work. Voilà. Alors cette stratégie est volontairement limitée en taille parce qu'on fait le choix chez GochiVault, vu qu'on est adossé à l'économie d'un jeu, si on grossit trop et trop vite, on va avoir un effet négatif sur l'économie. Il est important, en fait, c'est toujours important d'être dans la synergie et pas d'être dans une relation symbiotique et pas dans une relation parasitaire où on va juste extraire de la valeur. Donc on limite artificiellement la taille
des dépôts disponibles sur le vGhost Vault chez DAO. On limite un peu ce qu'on peut faire avec le vVGhost Vault et ce type de stratégie. Mais par contre, on annonce toujours à l'avance. Les gens savent combien de dollars ils vont pouvoir souscrire sur telle stratégie à l'heure précise, à quelques minutes près, parce que bon, on sait comment ça marche. Hein. Là, on a eu 50 minutes de retard le dernier round. Les gens faisaient F5 sur le Discord, c'était une heure sympathique. Mais du coup, ça marche très bien. Le troisième round d'ouverture de fonds a duré 50 secondes. Donc, il y a vraiment énormément de demandes. Et là, on est à 7,5 millions de dollars de TVL, ce qui est pas mal pour un projet qui est... Ce build sur un projet de 100 millions de market cap finalement. Voilà, exactement. Donc on représente déjà presque 10% de toute l'économie d'Aavegotchi. Et il y a encore de la demande et je pense que le jeu Aavegotchi sort dans quelques jours. Le 31 mars, il y aura la première phase du jeu qui va introduire le farming, qui va introduire le lending. Donc ça va aussi ouvrir de nouveaux points de revenus pour les utilisateurs d'Aavegotchi, puisque les Gotchi qui sont déposés dans le Gotchi Vault ou les gens qui ont du vGhost toucheront des fees des gens qui emprunteront, donc qui loueront ces actifs du jeu pour aller jouer au jeu. Et du coup, il y a plein d'opportunités de croissance qui arrivent et c'est plutôt intéressant. Sachant qu'on est une petite team, on est 6 développeurs, on n'a pas de VC, pas de financement particulier, on fait ça pour le fun et ça marche plutôt bien. Et on a créé une bonne communauté, on a plus de 1500 holders de vGhost maintenant, donc ça commence à grandir. Pour un projet qui a 2 mois, c'est plutôt pas mal. Et en parlant d'opportunités de croissance et de développeurs, est-ce que vous en cherchez de nouveau dans Gotchi Vault? Et est-ce qu'on peut s'impliquer dans le cadre je sais pas, dans la communauté avec des différentes initiatives, des artworks, j'en sais rien? Bah, aujourd'hui, Gotchi Vault, on ne se paye pas, puisque c'est un projet sans funding. Ouais. Donc on touche des fees du protocole, et le protocole génère du revenu. Oui. Donc c'est faux de dire qu'on ne se paye pas, puisqu'on touche un défi. C'est très en dessous du SMIC, hein. Qu'est-ce que croyez-moi? Pour l'instant, on est un projet qui débute. Donc on cherche des contributeurs, mais il faut un peu accepter ce truc de on est un projet Fair Launch, on est un projet open source, on est un projet communautaire et on est un projet quand on est complètement Fair Launch, qui a 0% des tokens alloués à la team, il faut comprendre que ça fait partie d'un écosystème. Donc on a pas mal de contributions communautaires, notamment le Discord est extrêmement actif. On a une section française qui est très active aussi, parce que dans Aavegotchi, il y a beaucoup de Français. Hein. Par hasard. C'est une partie du top 10 d'Aavegotchi, je crois que c'est 4 Français. Soit c'est plus de la moitié. C'est les 4 altes en fait de marque. C'est les altes de marque. Non, il y a des meilleurs que moi dans les Français. Ils se reconnaîtront, hein. C'est Rare Pépé par exemple, on sait très bien qui c'est, il fait partie de la communauté française, mais il se reconnaîtra. Et donc j'aime bien ces projets-là qui sont vraiment bootstrappés, c'est grassroots, comme je ne connaîtrais pas l'équivalent en français, mais où c'est la communauté qui porte le projet. Ouais. Non, c'est clairement hyper intéressant. Les projets qui sont portés de cette façon-là, c'est peu commun. Et aujourd'hui, on parle de fair launch. La notion de fair launch, c'est quelque chose qui est hyper complexe parce qu'aujourd'hui, tu vois des projets qui font des fair launch, sauf que par exemple, l'annonce du programme du lancement de mining de liquidité n'est pas faite sur un support public. Donc des gens exploitent par exemple le début de la génération de tokens qui est logarithmique. Ou alors parfois on a des airdrops avec des conditions arbitraires bizarrement, il y a quelques copains qui connaissent les conditions précises du airdrop qui du coup peuvent en profiter au maximum. C'est aujourd'hui cette vision du airdrop du fair launch, on doit beaucoup quand même à Yearn. Il faut rendre à César ce qui est à César, ou à André ce qui est à André. Elle a été pas mal corrompue par la réalité des choses parce qu'en vrai, ça demande une certaine implication et un sacerdoce des teams, dans le sens où effectivement tu n'as aucun privilège par rapport à n'importe quel utilisateur. Après on s'y retrouve quand même. Moi je suis un énorme utilisateur de Gotchi Vault parce que je crois en mon projet, parce que je connais bien le code et que j'y fais confiance, même si ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, hein. Faites vos propres recherches bien sûr là-dessus. Et du coup comme je suis un grand utilisateur, je bénéficie d'une partie de la distribution. Et si ça va quelque part économiquement, j'en profiterai ou pas. Donc il faut toujours garder du recul là-dessus. Ouais, non, j'entends parfaitement. Alors écoute, je pense que c'est un bon roll-up des nouveautés qu'il y a eu, sur Aave.
et aussi sur Gucci Vault. Tu as peut-être d'autres mots, voilà, d'autres alphas, d'autres messages à nous partager pour la communauté FR? Eh ben, hashtag Kebab in Dubai. Putain. Ce sera le mot de la fin. On a lancé un mouvement là. Kebab in Dubai, coming soon. Écoute, c'était hyper cool de te recevoir. Comme d'habitude, les liens pour se connecter par exemple avec Marc sur Twitter ou sur d'autres plateformes, tous les liens pertinents, les applications mentionnées pendant l'émission sont disponibles en fait dans la description. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et voilà, je te remercie encore une fois Marc. Merci beaucoup. Et voilà, très vite Kebab in Dubai. Kebab in Dubai.